Les eaux froides et saumâtres de la mer Baltique cachent l'un des plus grands mystères de la Deuxième Guerre mondiale. On est venu pour elle. Seule l'épave peut permettre de lever le voile. On ignorait que ce sous-marin existait. En voyant l'U-boat couché sur le flanc, je me suis dit « Waouh !» Leurs espoirs de victoire s'évanouissant, les nazis tentent un dernier baroud. Ultime sursaut dont les vestiges reposeraient aujourd'hui au fond de la mer Baltique. Les marins n'ont rien vu venir. Après plus de 10 ans de recherche, une équipe de plongeurs finlandais espère enfin révéler le secret du sous-marin nazi disparu. Le 10 mars 1945, le cadavre gelé d'un commandant d'U-boat s'échoue sur l'île finlandaise de Föglö. Son sous-marin est présumé perdu corps et bien. J'ai reçu une copie du rapport de l'agent de police qui a procédé à l'examen du corps. C'était celui d'un officier de la marine allemande, vêtu de son uniforme et de son gilet de sauvetage. Grâce à sa plaque d'identification, on a établi qu'il s'agissait du capitaine-lieutenant Wilhelm von Trotha, le commandant de l'U-745. Comme le cadavre avait été rejeté sur la grève des îles Hollandes, on pensait que le sous-marin était dans le même périmètre. Pourtant, l'épave est jusqu'à présent restée introuvable. Les membres de Badevan, un groupe de plongeurs chevronnés, espèrent enfin la localiser. Ce n'est pas la peine de prendre la mer et de gaspiller du carburant à chercher au mauvais endroit. L'équipe part du principe que pour trouver des sous-marins allemands, il faut connaître l'emplacement des champs de mines. Un des plus dangereux de la région, Vanta 3, a été installé par le mouilleur de mines finlandais Lohi en janvier 1945 dans le golfe de Finlande. C'est le Lohi qui a mouillé dans ce champ de mines. Et pour les marins chargés de l'opération, c'était une première. Aucun d'eux n'avait jamais fait ce travail. Bien sûr, les officiers leur disaient « Vous, faites ça et ne réfléchissez pas. Faites ce que je vous dis. » Les matelots obéissaient à un supérieur muni d'un chronomètre qui annonçait « Maintenant, maintenant ». Aujourd'hui, les membres de Badevan ont ratissé le secteur que le Lohi avait couvert ce jour-là. Ils croient avoir découvert une épave d'U-boat et vont plonger au fond du golfe pour s'en assurer. Ils espèrent trouver l'U-745, le sous-marin du capitaine-lieutenant Wilhelm von Trotha. Si c'est le cas, ils seront les premiers à le voir depuis ce jour fatidique de 1945, où ses 48 membres d'équipage ont péri. Le problème, c'était la visibilité. Près du fond, elle est souvent très mauvaise. L'eau est de plus en plus trouble. Il y a des particules d'argile en suspension, on ne voit plus rien et tout à coup, l'étrave du sous-marin surgit. C'était magnifique. Irréel, étonnant. Cette épave se démarque des autres. En effet, grâce aux températures très basses et à la faible salinité, le pont en bois est dans un état de conservation exceptionnel.
Je m'en souviens comme si c'était hier. On descendait, UC était devant moi avec les projecteurs et la visibilité était assez bonne. En voyant l'U-boat couché sur le flanc avec son incroyable massif en forme de champignon, ou d'entonnoir si vous préférez, je me suis dit « Waouh !» Mais de quel type était donc ce sous-marin? Parce que le massif, justement, paraissait trop grand. À l'avant, il y avait une grande plateforme avec des garde-corps pleins et le double de canons anti-aériens. 2 bitubes de 20 mm et 2 canons de 37. Compte tenu de la profondeur, l'équipe ne peut rester longtemps près de l'épave. Au bout d'un quart d'heure, les plongeurs doivent commencer à effectuer des paliers de décompression afin d'éliminer le gaz accumulé dans l'organisme. Il faut surveiller sa montre. Si on dépasse d'1 ou 2 minutes la durée passée au fond, la décompression est bien plus longue. Si un plongeur remonte sans effectuer correctement ses paliers, il risque d'en souffrir, voire d'en mourir. Chaque minute supplémentaire passée au fond augmente la durée de la décompression de façon significative. Tout de suite, je me suis dit que j'avais déjà vu un dessin qui avait cette forme dans un livre. C'était celui d'un sous-marin que les Allemands n'avaient soi-disant jamais construit. La forme de l'U-boat est étrange. Pourquoi les Allemands ont-ils donc installé au sommet d'un de leurs navires les plus profilés et les plus sophistiqués un massif aussi important et encombrant? Autant attacher une baignoire sur le dos d'un requin. On pensait que cette forme était adaptée au travail d'escorte des sous-marins qui partaient vers leur zone de patrouille et que cet armement anti-aérien devait suffire à protéger les convois d'U-boat. Grâce à cette particularité, l'identification du sous-marin devrait être facile. Pourtant, il n'en est rien. Dans les derniers mois de la guerre, les chantiers navals faisaient des modifications au gré des exigences des commandants ou à des fins d'expérimentation. C'est typique de cette période du conflit. Les choses évoluaient si vite que personne ne les consignait. On construisait et c'était tout. Même si ce n'est pas l'U-745, c'est une découverte exceptionnelle. Il était unique. Il n'était même pas censé avoir été fabriqué. On ignorait que ce U-boat existait. Je voulais découvrir les différences entre les bateaux, parce qu'il n'y avait pas de numéro sur les massifs. Celui-ci était équipé du Turmbau 7, le massif modèle 7, qui n'avait, paraît-il, jamais été construit, ou alors dans une configuration différente. Ça a été une découverte formidable. Évidemment, ça a aussi compliqué la modélisation en 3D, parce qu'on n'avait que quelques croquis à notre disposition. C'est le seul sous-marin connu qui présente une configuration de ce type. Autour du massif habituel, il y a une structure qui ressemble à une baignoire sur laquelle sont installées 4 armes anti-aériennes. Cet U-boat était une espèce de prototype. Dans beaucoup de livres, on affirme qu'il n'a jamais été utilisé, mais de toute évidence, s'il y en a au fond du golfe de Finlande, c'est bien qu'il a servi. Les membres de Badevan concluent que cet U-boat mystère est une variante du type 7. Mais en Allemagne, dans les archives, ils n'en trouvent aucune mention officielle. On a découvert un élément dans un journal de bord. C'était un dessin de ce massif avec la mention U-676. Ce croquis, figurant sur un document signé par l'équipage,
confirme qu'il s'agit de l'U-676. L'emplacement de l'U-745 reste donc un mystère. En 1940, les sous-marins allemands font des ravages dans l'Atlantique. L'ennemi n'est pas préparé à les affronter. En seulement 7 mois, il coule des centaines de navires transportant le précieux ravitaillement dont a besoin la Grande-Bretagne. Ils sont si efficaces que Winston Churchill les décrit comme la pire menace pesant sur les forces alliées. Les sous-marins de la marine de guerre allemande étaient déjà très sophistiqués. Ils étaient munis de gyrocompas, de différents types de matériel radio pour communiquer avec l'amirauté. S'agissant des systèmes d'armes, ils avaient des torpilles électriques, des torpilles acoustiques. Le traité de Versailles, qui interdit aux Allemands la possession de sous-marins, ne les empêche pas d'en mettre au point secrètement. Dans les années 1920-1930, ils testent leur matériel en mer Baltique, au large des Pays-Bas. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, ils disposent d'un sous-marin opérationnel et peu coûteux à fabriquer. Baptisé Type 7 et produit à plus de 700 exemplaires, il sera l'engin à tout faire de l'Atlantique. Le sud de la Baltique a servi de terrain d'entraînement aux commandants qui devaient aller dans l'Atlantique. Ils se formaient dans une baignoire avant d'aller dans le grand bain. Ils coulaient des petits bateaux avant de passer aux choses sérieuses. Construits à Brême, les U-boats séjournent plusieurs mois en mer Baltique afin que leurs 44 hommes d'équipage apprennent à travailler de manière coordonnée avant d'appareiller pour l'Atlantique. Mais tous les sous-marins n'affrontent pas les Américains et les Britanniques. Certains restent dans la Baltique pour combattre les Soviétiques. Pour l'Allemagne, il était très important qu'il n'y ait aucun ennemi en mer Baltique. Comme le golfe de Finlande est le seul accès maritime à Saint-Pétersbourg, du point de vue stratégique, c'est la clé du succès des Soviétiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était donc essentiel pour eux d'envoyer les sous-marins de Saint-Pétersbourg opérer dans la Baltique. La Baltique était importante pour les Allemands, notamment en raison du minerai de fer suédois qui était essentiel pour l'armement. Les Soviétiques savaient pertinemment que s'ils arrivaient à empêcher les approvisionnements maritimes, les Allemands ne pourraient plus fabriquer de chars d'assaut. Plus de minerai de fer, plus de chars, et s'il n'y a plus de chars, la situation sur le front de l'Est change du tout au tout. La lutte pour la suprématie sur la Baltique oppose sous-marins et mouilleurs de mines. Et tous font des ravages. Quand on cherche des sous-marins, on se heurte à leur nature même, leur furtivité. On ignore où ils sont. Au mieux, on en a une vague idée. Et le seul moyen de savoir que l'un d'eux est perdu, c'est parce qu'il n'adresse plus de rapport et qu'il ne rentre pas. Peu profonde et très peu soumise aux marées, la Baltique est l'endroit idéal pour la guerre des mines. L'emploi de ces armes rudimentaires atteint alors son paroxysme. On en mouille plus de 200 000 à des fins défensives. Comme les mines sont des armes relativement bon marché, on en a mouillé plus de 60 000 dans le golfe de Finlande. On en dénombre au moins 46 modèles avec plus d'une dizaine de mécanismes de mise à feu. Les Finlandais en posaient, les Allemands en posaient, les Soviétiques en posaient, et comme la profondeur n'excède pas une centaine de mètres, Maximum. c'était l'endroit idéal. Cette mine a été découpée pour qu'on voit l'intérieur. Comment ça marche? Cette corne en plomb contient une ampoule de verre remplie d'acide. Quand un objet percute la corne, l'ampoule se brise. Il y a 2 électrodes métalliques au fond de la cavité. Elles font office de batterie. Et il y a 250 kilos de TNT. Et boum.
Afin d'examiner une anomalie détectée par le sonar, l'équipe plonge dans le secteur Vanta 3, où elle a découvert l'U-676. Il pourrait s'agir d'un second sous-marin. Quand on a vu ça sur le sonar, la première réaction a été de se dire qu'il fonctionnait mal. C'était trop beau pour être vrai. Au départ, on a cru qu'il y avait une espèce de pic au fond de la mer. Il y avait des filets de pêche partout. C'était très dangereux. On criait tous les deux. C'était le noir complet. Il s'agit bien d'un autre sous-marin intact. Il était enfoncé dans l'argile jusqu'au massif. C'était incroyable. Plus de 27 000 sous-mariniers allemands ont péri pendant le conflit. En pourcentage, ce sont les pertes les plus élevées de toutes les armées du Troisième Reich. Chaque épave est un cimetière militaire. Ces marins sont morts au combat et on leur doit le respect. Cette épave étant leur dernière demeure, les plongeurs de Badevan n'y pénètrent pas. Imaginez ce qu'ils ressentaient. Je suis presque sûr qu'ils n'ont rien vu venir. Ce nouvel U-boat ne repose qu'à une centaine de mètres du précédent. L'équipe doit rassembler des renseignements de provenance diverses pour l'identifier, et tout le monde espère qu'il s'agit de l'insaisissable U-745. Au bureau des archives militaires d'Helsinki, des membres de Badevan comparent les cartes des champs de mines à la dernière zone d'opération de l'U-745. Voici une carte du golfe de Finlande. Hanko est ici. Là, c'est la péninsule de Porkala. Et là, l'Estonie. On voit tous les champs de mines mis en place dans la partie occidentale du golfe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Celui mouillé par le Lohi le 12 janvier 1945 est ici, au milieu de l'embouchure du golfe de Finlande. C'est là que se trouve l'épave du sous-marin allemand. Ça montre bien que les bateaux coulaient là où il y avait des mines. Les mines se trouvaient à 2,50 m de profondeur. On suppose que l'une d'elles a explosé au niveau du poste avant et que les torpilles ont peut-être explosé à leur tour. L'équipage n'a eu que quelques secondes pour réagir, avant que le sous-marin se plante dans l'argile. C'est étonnant. Il a la taille d'un bâtiment de 25 étages et il est à moitié enfoncé dans la boue. C'est incroyable. L'architecture des U-boats évoluait en permanence et des petites différences de fabrication permettent de les distinguer. La forme et le nombre des vannes de purge sur l'avant et sur l'arrière font partie des éléments qui permettent de différencier les sous-marins. Mais comme l'étrave est enfoncée dans la boue, on n'a rien pu voir. Il va falloir exploiter tous les autres indices. Dans cette zone, un autre U-boat devait rencontrer l'U-745.
Ils ont inspecté la zone, mais ils ont fait chou blanc. C'est le premier indice montrant qu'il pourrait s'agir de l'U-745. Harry Lindholm, l'historien de l'équipe, a découvert une photo du sous-marin disparu. Son massif portait une plaque ou boîte métallique distinctive. L'équipe va devoir plonger à nouveau pour tenter de la repérer, afin d'identifier l'épave. Yussi et Yua rassemblent l'équipement. Dans 2 heures, ils arriveront à Hanko, où l'équipe s'est donné rendez-vous. On va croiser les doigts en espérant que la météo sera bonne. Oui, parce qu'elle peut changer très vite. Le temps se couvre, puis la pluie se met à tomber. La plongée pourra-t-elle avoir lieu? S'il ne pleut pas sur le port d'Hanko, où les autres membres de l'équipe sont déjà réunis, rien ne dit que le ciel est dégagé au-dessus de l'épave. La météo est très différente au milieu du golfe de celle qu'on a sur la côte. Yuni, qui a étudié la météorologie, examine des données météo à haute résolution et des cartes de vent non accessibles au grand public. On va commencer à plonger, mais il ne suffira pas qu'il fasse beau à ce moment-là. Il faudra que ça se maintienne encore pendant 2 heures, le temps de récupérer les plongeurs. C'est le moment le plus critique. Il faut aussi qu'on ait une bonne visibilité en surface à cause du trafic maritime. Il faut qu'on soit là-bas. Comme ça, si le temps se lève, on pourra plonger. La seule solution, c'est d'aller voir sur place. C'est bon. On y va. La saison de la plongée touche à sa fin. Bientôt, les températures vont chuter et rendre cette activité trop dangereuse. La dernière chance de plonger risquant de lui échapper, l'équipe se rend sur place en espérant que la météo sera plus clémente que les prévisions ne l'indiquent. Les anciens de Badevan, qui se sont eux-mêmes surnommés la vieille école, ont fait venir plusieurs nouveaux. Pour le moment, ça paraît très difficile de plonger. Il y a de grosses vagues. C'est le problème ici. Dans l'océan, il y a de grosses vagues. Mais le bateau monte et descend. Ici, il se fait sérieusement chahuter. Une fois sur place, il faut encore patienter. Les conditions ne s'améliorent pas. L'équipe en profite pour faire le point. Yussi, comment peut-on être sûr que c'est l'U-745? Parce que c'est le seul, parmi les sous-marins en patrouille dans cette zone, à avoir cette plaque métallique carrée sur le massif. Et on a vu cette photo. Dit comme ça paraît simple. Mais à 70 mètres de profondeur, rien n'est simple. Le garde-corps est plein, de l'avant du bâtiment jusqu'à l'arrière du massif. Une vraie boîte de sardines. Mais comment reconnaître une simple boîte sur un bateau? L'U-745 est le seul U-boat dans ce périmètre qui avait cet équipement. D'autres l'avaient, mais ils n'opéraient pas ici.
Et c'est quoi cette boîte? On ne sait pas si elle portait une inscription ou si c'était une simple boîte. Mais ça sera la preuve irréfutable. Parce que cette photo montre que l'U-745 en était équipé, contrairement aux autres sous-marins. C'est le bateau dont le commandant a été retrouvé mort en surface? Aveugleux? Oui, C'est lui? oui. Les archives indiquent qu'il s'agissait du capitaine-lieutenant von Trotta. L'équipe va plonger à environ 150 km de l'endroit où le corps s'est échoué. Il a dérivé sur une longue distance. En se penchant plus précisément sur ce problème, on a découvert qu'en fait, beaucoup de corps de marins, y compris ceux dont les bateaux avaient sombré encore plus à l'est dans le golfe de Finlande, s'étaient échoués dans les îles d'Hollande. Tout dépendait de la profondeur à laquelle les corps avaient dérivé. Si l'U-boat se déplaçait en surface, comment a-t-il pu percuter une mine? Je croyais que ces bateaux avaient un faible tirant d'eau. Non. En fait, les U-boats avaient un fort tirant d'eau, parce qu'ils étaient lourds. Il fallait que le soit pour s'immerger, et celui des types 7 était de 5 mètres. Et les mines qu'on a vues au musée et dans les archives flottaient entre deux eaux à 2,50 m. Pile la bonne profondeur. En cas de contact, un trou apparaît dans la coque externe et le sous-marin coule comme une pierre. J'ai cru comprendre que ces engins avaient été posés par le mouilleur de mine Lohi. Oui. Est-ce qu'on a découvert un trou ou la trace d'une explosion sur l'épave? Ou est-ce que tout est dans la boue? C'est dans la boue. Le trou est quelque part dans la partie située à l'avant du massif. On voit très bien le reste du sous-marin, du massif jusqu'à l'arrière. Le fond, les flancs et le dessus. Et il n'y a pas de dégâts visibles. Donc, il y en a forcément à l'avant. Cette hypothèse est cohérente. Le sous-marin s'est alourdi à l'avant et a piqué vers le fond. Il est dans de l'argile glaciaire. Cette matière a des propriétés étonnantes. En cas d'impact, elle devient liquide pendant un petit moment. Donc si l'objet qui la touche a assez d'élan, il s'enfonce au maximum. Et une fois qu'il ne bouge plus, l'argile se solidifie à nouveau. C'est pour ça que le sous-marin est dressé de cette façon. Le ciel finit par s'éclaircir et les plongeurs sautent sur l'occasion afin d'obtenir la preuve dont ils ont besoin pour annoncer qu'ils ont bien retrouvé l'U-745. Jusqu'à maintenant, la météo nous empêchait de plonger. Il y avait beaucoup trop de vent. Mais il est nettement tombé. Il doit être de 4 à 5 mètres par seconde. Donc on peut y aller. La première palanquée va effectuer un repérage. 2 plongeurs, dont un avec une caméra, vont descendre en binôme. Ils vont vérifier où est le fil de la balise, indiquant l'épave et les conditions. Le courant, la visibilité. Après, on descendra avec les caméras vidéo et on tournera. Le travail de cette palanquée est très important pour la sécurité des autres plongeurs. Dans une certaine mesure, elle dépend d'eux et de leurs observations. Juni a pris sa caméra et si la visibilité est bonne, il filmera quelques détails supplémentaires. On dirait une immense pierre tombale qui se dresse sur un fond tout plat.
Le sous-marin paraît énorme. C'est une machine absolument gigantesque. La palanquée de reconnaissance ne peut rester sous l'eau que pendant une durée limitée. Au maximum, les plongeurs vont rester au fond 25 minutes et la plongée durera au total 1h15. Les plongeurs remontent comme prévu. Comment ça se présente? L'équipe a hâte d'entendre leur compte-rendu. D'après la palanquée de reconnaissance, la visibilité au fond est bonne et on va pouvoir filmer. Ce n'est pas tous les jours qu'on plonge sur un U-boat. Ça va être chouette. Préparons-nous. Oui. Les plongeurs vont chercher la boîte qui figure sur la photographie trouvée dans les archives. D'après les collègues, la visibilité est bonne. On a hâte de tourner de belles séquences et de découvrir les détails qu'on cherche pour être sûr de savoir à quel sous-marin on a affaire. Il nous faut de bonnes images de ce qui est à l'arrière des canons anti-aériens. On va pouvoir le montrer au monde entier. Ça fait 15-20 ans qu'on en rêve. Quand on descend un peu en dessous de la poupe, on voit un énorme filet accroché au gouvernail. Il s'agit d'un chalut pélagique entier. Ce sont ces filets immenses que les bateaux de pêche tirent derrière eux. Ils sont tellement grands qu'on pourrait faire passer une maison de 4 étages à travers leur ouverture. Et il y en a un qui est entortillé autour du sous-marin. C'est très dangereux. Si on essayait de passer sous le navire et de sortir par le haut, on serait pris dans les mailles. On se dit, j'ai toutes mes bouteilles sous le bras, une grosse caméra avec des projecteurs qui dépassent. Rien de plus facile que de se retrouver coincé dans le filet. D'ailleurs, il y a 2 cadavres de phoques pris dedans. Nous, on a nos bouteilles, la robinetterie, des tas de trucs très encombrants. Les phoques sont très fuselés. Mais même eux se sont fait avoir. Donc il faut avoir les yeux derrière la tête. Près du massif, le problème, ce sont les sédiments en suspension. Ils forment une brume laiteuse qui peut être à 50 cm ou à plusieurs mètres du fond. Ici, elle est à 1,50 m et on a l'impression que le sous-marin disparaît dedans. Le problème, c'est que c'est une matière très claire qui réfléchit la lumière, donc c'est très dur de filmer. Quand on se met au niveau du pont et qu'on regarde vers le bas, en direction du massif et des armes anti-aériennes, on voit la boîte rectangulaire. C'est pour elle qu'on est venu. C'est le genre de truc qui donne envie de crier de joie. Mais sous l'eau, on ne peut pas, sinon on a la bouche qui se remplit d'eau. Eh bien, sacrée plongée. On n'en fait pas tous les jours des comme ça. La vieille école a encore de beaux restes. C'est dans la boîte. Ouais.
La visibilité était assez bonne au bout du massif. Et j'ai vu la boîte. Comme la lumière arrive sur le côté, ça fait une ombre et on arrive à la voir. C'est la preuve irréfutable. J'étais aux anges quand j'ai regardé à travers le viseur pour filmer ces images. Je me suis dit, la voilà. C'est la même que sur les photos. Cette fois, on est sûr de l'avoir identifié. Mission accomplie. On a élucidé cette énigme dont on parlait depuis tant d'années. Dans l'ensemble, c'est une réussite. On a atteint notre objectif, on a fait de bonnes images. Avec les photos d'Uni en plus, je crois que le mystère est résolu. L'U-745 est juste en dessous. L'équipe pense avoir identifié 2 sous-marins nazis dans le dernier secteur miné par le Lohi, qui lui-même aurait été victime d'une mine finlandaise, peut-être même une des siennes. On avait exploré ces sous-marins. On savait qu'ils avaient été coulés par des mines du Lohi. Donc, pour avoir l'histoire entière, c'était essentiel de savoir où celui-ci se trouvait. En 1945, le Lohi, l'un des premiers navires de la marine finlandaise, montre des signes de vieillesse. Il était d'une conception ancienne. Il avait des voies d'eau, il roulait fortement par gros temps, il n'était plus en état. Le 12 janvier 1945, il achève sa mission et rentre à Hanko. Il y a eu une explosion. Sous la quille, côté tribord. Beaucoup de gens ont entendu un choc suivi d'une déflagration énorme à l'arrière. C'était sûrement une mine. Quand j'étais plus jeune, les gens parlaient du Lohi parce que c'était le dernier bâtiment que la Finlande avait perdu pendant la guerre. Je pense que c'est une question de fierté. C'était très embarrassant de se dire que le Lohi avait été coulé par une de nos mines. Ça créait une certaine gêne. On entendait des histoires à droite à gauche, mais personne n'avait réuni tous les renseignements pour localiser l'épave et personne n'était allé sur place pour déterminer la cause du naufrage. Les membres de Badevan décident de localiser ce navire faisant partie intégrante du patrimoine finlandais. Le Lohi est une épave intéressante parce que son emplacement figure sur les cartes marines depuis longtemps, sauf que le bateau n'y est pas. Cette histoire était tellement exceptionnelle qu'on s'est dit qu'il était temps de résoudre le mystère. Donc, on a fait une demande de permis pour fouiller le fond à l'endroit où on pensait que le bateau avait été coulé. On est sur le point de plonger sur une épave qui paraît insignifiante. Mais ce bateau est le héros méconnu de la lutte anti-sous-marine dans la Baltique. À l'aide d'un sonar latéral, l'équipe fouille la zone correspondant à l'itinéraire du Lohi entre le champ de mine et Hanko. Une forme est apparue sur le sonar et on a constaté que c'était un bateau. Les pièces du puzzle s'assemblaient et je me suis retenu de ne pas crier « Les gars, venez voir !» Après un coup de téléphone à l'amirauté, l'équipe reçoit l'autorisation de faire une plongée de reconnaissance. C'est bon? J'y vais. En arrivant sur le pont du Lohi, on a vu un canon. Et on s'est dit que c'était gagné. Parce qu'aucun autre bâtiment qui avait sombré dans cette zone n'avait cette caractéristique. L'eau était limpide et c'était fabuleux de tout voir à la fois. Le pont, les canons, l'étrave, la passerelle.
On a fait le tour du bateau, on a vu l'étrave, le matériel de dragage des mines. Tout correspondait exactement. On a remarqué que l'arrière était très abîmé, que le pont avait explosé. Il y avait du métal tordu et certains éléments avaient disparu. Il avait dû y avoir une déflagration très violente sous la quille. C'était plus probablement une torpille. Une torpille a dû exploser au ras de la coque, 7 à 8 mètres en avant des hélices. C'est là que se trouvait la salle des machines, l'endroit le plus bruyant du bateau. C'est là que la torpille a frappé. D'autres preuves corroborent cette hypothèse. Lors de ses recherches, l'équipe est tombée sur des transmissions allemandes. Aux archives, on a trouvé des comptes rendus et des livres de bord du haut commandement qui signalaient que le U-370 avait torpillé le Lohi. Il a ouvert le feu contre un mouilleur de mine finlandais à 11h47. Le livre de bord du Lohi et les marins qui ont survécu mentionnent une explosion à bord à 12h50. Ça fait plus d'1 heure d'écart. Mais il faut tenir compte du fait que le livre de bord du sous-marin est à l'heure allemande. Comme l'Allemagne est à l'ouest de la Finlande, il y a 1 heure de décalage horaire. Ça explique l'intervalle. Il ne tombe alors plus qu'à 3 minutes, ce qui correspond au temps de parcours de la torpille. Les éléments réunis par l'équipe de Badevan semblent clarifier les choses. Le Lohi n'a pas été coulé par une mine finlandaise, mais par une torpille allemande. Par ailleurs, les mines qu'il a mouillées ce jour-là ont sonné le glas des 2 U-boats qui le surclassaient pourtant nettement du point de vue technique. Le Lohi a donc tout sauf démérité. Ce vieux navire à vapeur, dépassé technologiquement parlant, puisqu'il a été le premier construit pour la marine finlandaise après l'indépendance, a été touché par une torpille acoustique. Cette arme, qui était ultra perfectionnée pour l'époque, avait été tirée par un U-boat, une machine de guerre à la pointe de la technologie. L'histoire, c'est donc celle d'un vieux vapeur qui a affronté un loup gris. Et s'il a sombré, le Lohi a quand même coulé 2 sous-marins allemands. Donc sa mission a été un succès. Les épaves de sous-marins et de bateaux gisant au fond de la mer sont des lieux sombres et solitaires. Il n'y a ni gentils ni méchants. Seulement des hommes qui sont partis dans la fleur de l'âge pour servir leur pays et qui ont péri. On se doit de raconter leur histoire pour faire connaître la vérité. Seule l'épave pouvait permettre de lever le voile et dissiper le brouillard de la guerre. À présent, on sait où ces marins reposent. On peut leur rendre hommage et mettre un point final à l'histoire. Un proverbe russe dit qu'une guerre n'est jamais finie tant que le dernier soldat tombé au front n'a pas été inhumé. Et je crois que c'est un peu notre mission.